Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de glycémie. Oui encore, ça va être une vidéo sur l'évolution de la glycémie en diète cétogène. Je vais aussi en profiter pour faire quelques mises au point par rapport à des choses et des choses qui sont à mon avis des mauvaises conceptions sur la glycémie qui vous brouillent et qui vous empêchent de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment une vidéo axée sur la glycémie avec de la mise au point, avec du détail. Si ce genre de vidéo ça vous plaît, eh bien mettez un petit like sur cette vidéo, ça vous coûte pas grand chose. Abonnez-vous à ma chaîne parce que il y en aura d'autres. Et avant qu'on commence, parce que je vous dis toujours que la glycémie c'est hyper important, parce que je vous dis que c'est important de suivre vos taux sanguins et que c'est important d'utiliser un lecteur de glycémie, et bien aujourd'hui je vous en fais gagner deux. Donc le site GoKeto et moi-même, parce que c'est moi qui vais m'occuper d'emballer, envoyer, aller à la poste et tout, nous vous offrons deux lecteurs de glycémie comme ça de la marque GoKeto, qui je trouve sont vraiment des très bons lecteurs parce que au-delà de fait qu'ils sont fiables, les bandelettes sont quand même à des prix très intéressants, surtout celles de glycémie. Vous avez souvent des promos qui sont très intéressantes, donc ça vous revient pas très cher, ça revient moins cher que Keto Mojo je trouve, et c'est vraiment un lecteur que j'aime bien. Alors juste, j'en profite pour vous rappeler que ce lecteur, le GoKeto, ça n'est rien d'autre que l'ancien GK Dual repackagé. Donc quand vous arrivez sur le site de Suisse.Care à la page lecteur de glycémie, il peut y avoir de la confusion parce que c'est vrai que même moi qui les connais bien, c'est un peu le bordel. On voit des GK Dual avec des packs de toutes sortes, on voit le GoKeto, on voit le On Call, on voit des bandelettes GoKeto, des bandelettes On Call, des bandelettes de toutes sortes et on s'y perd et puis on a peur d'acheter les mauvaises. Sachez que ils sont compatibles en fait. Vu que celui-ci c'est exactement le même que le GK Dual, en vérité, que vous preniez les bandelettes On Call ou les bandelettes GoKeto, ça va fonctionner dans tous les cas, du moment que vous calibrez en fait votre pot de bandelette avec la puce. Mais ça fonctionne, donc ne soyez pas inquiets. Et pour ceux qui veulent retrouver celui-là, je vous mets les infos en barre de description. Alors je vais commencer cette vidéo avec 3-4 petits éléments de mise au point, parce que c'est des choses que je vois beaucoup dire sur les réseaux sociaux et avec lesquelles je suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première erreur que je vois, je pense qu'elle est en partie de ma faute. Parce que concrètement, quand je parle des taux sanguins et que j'explique en gros la cétose et l'adaptation, je vous dis effectivement, pour qu'on soit en cétose et qu'on puisse s'adapter, il faut que la glycémie soit comprise entre 60 et 80 mg par décilitre ou 3,3 et 4,4 millimoles par litre. Et en fait, si vous voulez, le fait de le dire comme ça, et c'est vrai que moi j'ai tendance à dire les choses d'une manière catégorique, ça laisse sous-entendre que au-dessus et en dessous, on l'est pas. Mais en vérité, c'est pas aussi strict que ça. Il fallait bien définir une fourchette, il fallait bien s'arrêter quelque part. Donc voilà, on a fait une estimation entre 60 et 80, mais concrètement, si vous êtes à 58 ou si vous êtes à 82, en vérité, vous êtes toujours dans la fourchette. Et je vois beaucoup de gens s'inquiéter et dire qu'ils ont une mauvaise glycémie ou une glycémie élevée parce qu'ils sont à 82, 84, alors qu'en vérité, ça reste quand même des glycémies qui sont cétogènes, ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu Finlay et Bolette, par exemple, vous savez que pour eux, jusqu'à 85, c'est encore tout à fait cétogène. Et surtout si la plupart du temps, vous êtes à peu près en dessous, et puis que de temps en temps, vous allez là, c'est vraiment pas grave. Je considère qu'au-dessus de 85, 86, au-dessus de 4,6, 4,7, on n'est plus dans une fourchette cétogène. Mais si vous voulez, il faut faire des nuances, et ne pensez pas que vous avez une glycémie élevée, parce que vous êtes à 82, 84, non, ça reste des glycémies qui sont bien, surtout si à côté de ça, votre cétonémie, en fait, elle est bien aussi. Et c'est pareil, il y a des gens qui s'imaginent qu'il faudrait que leur glycémie soit toute la journée entre 60 et 80, toute la journée entre 3,3 et 4,4, c'est une illusion. Vous faites des choses dans la journée et vous n'êtes pas des machines. En fait, vous mangez quand vous mangez. Votre glycémie augmente, vous faites du sport, vous courez des fois, vous avez des coups de stress, des fois, il se passe plein de choses dans votre machine, votre corps il combat des virus, il combat des infections, votre système immunitaire il travaille, et en fait, vous avez des fluctuations de glycémie qui sont normales dans une journée. C'est pas lisse tout le temps. En plus de ça, les lecteurs de glycémie, aussi précis soient-ils, ont des marges d'erreur. Donc, des fois, vous vous enflammez pour une valeur qui en fait... c'est juste une erreur de lecteur parce que ça arrive et qu'aucun lecteur n'est précis à 100%. La deuxième mauvaise conception, c'est l'idée que plus la glycémie est basse, mieux c'est. À l'intérieur de la fourchette 60-80, 3,3, 4,4. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas mieux d'être à 3,5
que d'être à 4,4. C'est juste que quand vous êtes dans la fourchette du bas, vous avez cette notion de sécurité parce que vous vous dites ok bah si ça augmente c'est pas grave, j'ai une marge de manœuvre. Mais en vérité pour le corps ce n'est pas mieux d'être dans le bas de la fourchette que dans le haut de la fourchette. J'ai envie de vous dire même au contraire. Le corps, il a une zone préférentielle où il aime se stabiliser, et cette zone, c'est plutôt autour de 75, c'est plutôt autour de 4,1, 4,2, 4, vous voyez, c'est pas dans le bas de la fourchette. Alors après, ça, c'est une généralité. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent d'où je tiens ce chiffre, parce qu'on va me le demander, je ne l'ai pas lu dans un ouvrage, j'avais écouté un podcast d'Eric Westman qui était très intéressant là-dessus, et c'est des informations que j'ai recoupées avec des datas de Stéphanie. Quoi qu'il en soit, ça, c'est une généralité. Il faut la nuancer que le fait que chacun a sa zone de croisière. Chacun en fait a sa zone où la glycémie aime se stabiliser, et pour certaines personnes ça va être plus bas, mais elles sont plus rares. Pour la plupart des gens c'est vraiment plutôt dans le haut de la fourchette, autour de 75, vous voyez, autour de 4,2. Donc ne visez pas forcément le bas. Si vous stabilisez entre 75 et 80, c'est très bien, c'est parfait. Troisième chose, c'est que la stabilité de la glycémie, c'est quasiment aussi important que sa valeur. C'est-à-dire que j'ai certaines personnes en coaching qui sont vachement contentes et qui me disent « Ah là, je suis descendue à 63. » Oui, mais là, t'es à 63, et puis après, t'es à 95, et puis après, t'es à 70, puis après, t'es à 100. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus fatigant pour l'organisme qui préfère, de loin, rester tranquillement entre 75 et 80 tout le temps. Ce qui fatigue votre système hormonal et votre système digestif, c'est les hauts, les bas, les hauts, les bas. Il vaut mieux viser un mode de vie qui va favoriser votre stabilité, en même temps que le fait que la glycémie soit dans une bonne fourchette, plutôt que de vouloir aller le plus bas possible et qu'en fait ça la dérègle et que ça génère des hauts, des bas qui ne sont, encore une fois, pas bon signe du tout et fatigants pour l'organisme. Et enfin, dernière chose que je veux aborder avec vous sur la glycémie, c'est ceux qui possèdent un Keto Mojo vont savoir de quoi je parle. S'il vous plaît, arrêtez avec le GKI. C'est une notion qui est bébête et qui n'a pas de valeur scientifique. C'est juste en fait les gars de Keto Mojo qui ont inventé ça, ils se sont pas cassés la tête, ils ont fait un ratio entre la glycémie et la cétonémie, et en fait ça s'adresse vraiment aux gens qui ne savent pas analyser leurs chiffres. Mais le problème de ce ratio, c'est justement que c'est un ratio, alors qu'avec la glycémie et la cétonémie, on a besoin de connaître les valeurs absolues pour pouvoir analyser. Si vous voulez, le ratio, il n'est intéressant que quand on connaît aussi la valeur absolue. En plus de ça, ce ratio, il ne tient pas compte justement du fait que un facteur important, c'est la stabilité, au-delà de la valeur. Et en plus de ça, ce ratio, il nécessite que vous preniez à chaque fois la glycémie et la cétonémie. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes du coup qui prennent leur cétonémie plusieurs fois par jour pour avoir ce ratio, alors que prendre sa cétonémie dans la journée n'a aucun sens. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, et excusez-moi de m'enflammer, mais ça n'a aucun sens. Parce que comme vous mangez des matières grasses dans la journée, vous allez aussi produire des cétones par rapport à ces matières grasses consommées, donc ça ne vous dit rien de votre métabolisme en cétogène. Ça vous dit juste que vous avez mangé du gras, mais vous le savez. Donc vraiment, le GKI, c'est pas une notion qui est scientifique, et c'est surtout pas une notion qui vous aide à comprendre des choses sur votre métabolisme ni sur votre adaptation. Laissez ça aux autres en fait. Voilà, donc maintenant qu'on a mis toutes ces petites choses au point, j'aimerais bien vous parler de la façon dont la glycémie a tendance à évoluer en diète cétogène. Je dirais qu'en fait l'évolution de la glycémie va se faire en 3 temps. La première période, c'est en fait la période de votre phase d'adaptation où la glycémie, elle peut être haute, elle peut être très haute ou elle peut être basse, mais dans tous les cas, elle est souvent fluctuante. En fait, ce qui se passe au début de la diète cétogène, c'est que votre corps n'est pas habitué et que le moindre petit truc fait bouger votre glycémie. La moindre petite imprécision dans votre diète ou imprécision dans votre mode de vie fait bouger votre glycémie. Si vous n'avez pas fait attention à votre quantité de protéines, vous avez mangé un peu trop de ci, un peu trop de ça, vous avez introduit un aliment nouveau, vous avez pris du yaourt de coco mais vous en avez trop pris, vous avez voulu mettre de la farine de coco, vous savez pas si ça vous convient, vous avez mangé des noix alors que d'habitude vous en mangez pas, vous avez mangé du fromage et sans compter vos protéines. Vous voyez, ce genre de choses là, ça a l'air de détails, mais en vérité c'est des détails qui font une grosse différence quand vous êtes en phase d'adaptation, parce que votre corps il est pas du tout habitué. La glycémie pour l'instant elle descend pas facilement, et quand elle descend, bah du coup
un rien la fait remonter. C'est aussi une phase où un mauvais sommeil peut vite vous faire remonter la glycémie, une activité sportive qui est trop intense vous fait un effet fort sur la glycémie. C'est vraiment une phase où les facteurs alimentaires et non alimentaires vont avoir vraiment beaucoup d'impact. Et c'est pour ça que moi je vous conseille toujours d'être strict en phase d'adaptation. C'est pour ça que je vous dis, ne déconnez pas avec vos quantités de protéines alors que vous ne savez pas ce que vous tolérez bien. Ne déconnez pas avec des desserts cétogènes et des aliments un petit peu fancy alors que votre corps y galère déjà. Soyez strict pour mettre votre corps dans les meilleures conditions possibles. Alors je sais, je vous vois, vous vous demandez, ok, ça dure combien de temps cette phase? Je dirais que normalement, et dans la majorité des cas, entre 4 et 8 semaines. C'est-à-dire que il faut entre 4 et 8 semaines, en fonction des contextes, en fonction des gens et en fonction de ce que vous êtes prêt à faire et à investir d'efforts, il faut entre 4 et 8 semaines pour que la glycémie elle commence doucement à se réguler et ça fait comme ça, hein, mais ça fait une courbe comme ça qui va vers le bas. Après, c'est une phase où il faut s'armer de patience et de bienveillance parce que ça peut être plus long que ça en fonction des contextes. Et quand vous commencez à vous agacer, à vous frustrer et à être impatient, je vous invite à vous poser une seule question, c'est « et moi ?» C'est-à-dire « et moi ?» Combien de temps il m'a fallu pour comprendre que en fait me bourrer de glucides ça ne fonctionne pas? Combien de temps il m'a fallu pour comprendre que stimuler son insuline tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est dommageable à mon métabolisme? Combien de temps il m'a fallu pour comprendre qu'en fait je ne digère pas ces aliments-là? Combien de temps il vous a fallu? En fait pour beaucoup d'entre nous c'est plus de 20, plus de 30, plus de 40, plus de 50 ans de faire n'importe quoi comme ça. Vous comprenez bien que vous pouvez peut-être avoir la patience d'attendre 4 à 8 semaines parce que votre corps lui ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il attend que vous compreniez et il attend patiemment, vous voyez. Donc je pense vraiment que vous vous devez ça, vous vous devez cette patience. La deuxième phase, c'est clairement la phase qui correspond à l'adaptation où clairement on s'aperçoit que la glycémie est en train de se réguler, c'est-à-dire que elle commence déjà à être plus basse et à être un petit peu plus stable. Il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, on voit que la glycémie élevée du matin commence à disparaître et que votre glycémie du matin ressemble à votre glycémie de l'après-midi en fait. Parce que, qu'on se le dise encore une fois, ce n'est pas normal d'avoir la glycémie plus élevée le matin. Les gens qui vous disent « Ah oui, mais c'est normal, c'est le phénomène de l'aube », non, c'est pas parce que ça a un nom que c'est normal. Le phénomène de l'aube, ça concerne surtout les diabétiques. On va dire que c'est quelque chose qui est courant chez les diabétiques, mais quand vous êtes en diète cétogène et que vous n'avez pas particulièrement de résistance à l'insuline, ce n'est pas une chose normale d'avoir une glycémie élevée le matin. Si ça vous arrive, ce n'est pas très grave, mais c'est signe qu'il y a quelque chose. Il y a un cortisol qui est inversé, il y a encore de la néoglucogénèse, ça peut s'expliquer de différentes façons, mais en fait il faut comprendre qu'il se passe quelque chose et il faut aller voir, il faut aller gratter pour voir ce que c'est. Si vous considérez que c'est normal parce que ça s'appelle le phénomène de l'aube, en fait vous allez pas essayer de chercher plus loin et puis en fait vous allez rester avec votre truc et ça va gêner votre adaptation en fait, ça va gêner votre qualité d'adaptation. Il vaut mieux voir les choses en face, se dire ok, il y a un petit problème, qu'est-ce que c'est, et mettre en place des actions, voilà. Mais voilà, pendant cette phase, vous allez voir que cette glycémie plus élevée du matin, elle disparaît, et vous allez aussi commencer à sentir où est votre zone de croisière, où est la zone où votre glycémie aime se stabiliser et qu'en même temps ça permet une cétonémie optimale. Alors pendant cette phase, certes la glycémie elle est mieux, mais elle est encore fragile, donc il se peut qu'il y ait encore des variations, qu'il y ait encore des écarts, et on ne vous conseille pas de faire n'importe quoi pendant cette phase. Évidemment, vous pouvez vous permettre déjà plus de liberté, vous pouvez commencer à tester d'autres trucs, vous pouvez même commencer à expérimenter avec vos protéines et voir ce que ça donne. Mais sachez que c'est encore fragile. C'est dans la troisième phase qui correspond à un degré d'adaptation plus profond que vous avoir une vraie stabilité de la glycémie. C'est là qu'en fait, vous savez où est votre zone. Vous savez que vous êtes à 4,1, 4,2, c'est là que vous êtes bien. Et vous savez qu'il va falloir beaucoup pour vous en décoller. C'est-à-dire que là, par exemple, que vous fassiez une activité un peu plus intense ou que vous ayez mangé un truc un petit peu différent, vous savez que ça va revenir très naturellement et très facilement vers cette zone. Et c'est là que vous pouvez vous permettre un petit peu plus de choses parce que justement, votre corps, il commence à avoir cette facilité, il est habitué à la diète cétogène, il est habitué aux cétones, etc. L'inflammation, elle a diminué.
vous avez déjà avec le temps fait un certain travail et sur votre alimentation et sur votre mode de vie, et ça paye. Et donc en fait tous les facteurs aussi viennent apporter en même temps leurs fruits, c'est-à-dire que tous les efforts que vous avez fait pendant la première et la deuxième phase, ben c'est là qui payent en fait. C'est ça qui est dur aussi dans cette diète, c'est que tous les résultats n'arrivent pas en même temps. Mais c'est dans cette troisième phase que voilà, vous récoltez vos fruits, et c'est aussi là que vous pouvez vous permettre de faire vos expériences. Moi c'est là que je vous conseille de commencer vos expériences de jeûne intermittent, vos expériences de réduction de gras, de ce que vous voulez. En fait c'est à ce moment là que vous pouvez commencer à vous amuser et que vous profitez en fait. Alors est-ce que ça veut dire que vous êtes tranquille à jamais pour la glycémie? Alors là je vous le dis tout de suite, non, désolé les frérots, et clairement la vie n'est pas dans long fleuve tranquille. Donc que vous soyez adapté depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, sachez qu'il y aura toujours des phases où la glycémie sera déréglée. Il y aura toujours des phases où la glycémie sera plus haute que ce que vous avez envie de voir. Il y aura toujours des phases avec du merdier, et c'est normal parce qu'on n'est pas des machines. Du coup, je vais prendre quelques minutes encore de cette vidéo pour vous parler de quelques petites choses qui peuvent encore arriver après à la glycémie. Je ne vais évidemment pas dans cette partie tout couvrir parce que je ne peux pas, et ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet, il y a pas mal d'articles, beaucoup d'articles sur la glycémie et ses aléas, et vous pouvez aller voir ça dans le détail. La première chose qui peut dérégler votre glycémie même quand vous êtes adapté depuis longtemps et que vous aviez atteint une glycémie assez basse, c'est les périodes de stress. Et je suis désolée de le redire, mais je le redis parce que tout le monde l'oublie. Et il y a souvent des gens qui prennent des séances de coaching avec moi alors qu'ils sont adaptés depuis longtemps pour s'entendre dire une chose très simple, c'est qu'en fait le stress leur fait monter la glycémie. Outre le fait de passer un bon moment à parler cétogène avec moi, ça fait quand même un peu cher le blabla cétogène. La plupart d'entre vous, vous savez qu'un stress très intense peut vous faire monter la glycémie. C'est-à-dire que voilà, vous apprenez une nouvelle très grave, vous avez un proche qui est à l'hôpital, vous avez la glycémie qui peut passer de 4,1 à 5,8 sans que vous ayez mangé la moindre chose. Il vous arrive un truc panique au travail, il vous arrive un truc panique dans votre vie personnelle, ça peut faire un bond, et ça, les gens le savent parce qu'ils l'ont presque tous expérimenté. Mais par contre, vous arrivez moins à le voir et à le comprendre sur le long terme. Alors qu'en fait, c'est là que c'est le plus prégnant. Les périodes de stress, ça dure plus qu'une semaine. Si vous vivez des périodes de stress qui durent 1 mois, 2 mois, 6 mois, bah forcément, ça va dérégler quelque chose, et plus ça dure et plus ça le fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol, l'hormone du stress, c'est vraiment une pédale d'accélération qui n'a pas de décélération. Il faut quelques minutes pour faire un pic de cortisol, et il faut 2 heures pour que ça redescende. Et il n'y a pas de bouton sur lequel on peut appuyer pour que ça redescende vite. Il faut chill et il faut du temps. Donc vous vous rendez compte que si vous êtes stressé pendant des mois, ça monte et ça ne redescend jamais. Et donc c'est normal que ça ait sur le moyen long terme un effet fort sur votre glycémie. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et finalement ça ne marchera pas, parce que la seule chose qui peut faire un effet, c'est de travailler sur ce stress. J'ai pas prévu aujourd'hui de vous parler de toutes les choses, genre petite inflammation, grosse inflammation, etc., qui font monter la glycémie. Sachez qu'à chaque fois que votre système immunitaire travaille pour vous défendre, que ça soit d'un petit virus ou d'une très grosse inflammation, en fait, ça fait aussi monter la glycémie. Mais ça, voilà, j'aborde pas ce sujet aujourd'hui. Je vais vous parler d'une chose qui est importante, parce que maintenant, je suis quasiment sûre de ce que j'avance. Avec 5 ans de coaching, en fait, j'ai vu ce phénomène se reproduire chaque année. Au début, je ne comprenais pas, et maintenant, ça commence à faire tilt. En fait, ce qui se passe, c'est que pour tout le monde, quasiment pour tout le monde, c'est-à-dire pour moi, pour mes proches, pour mes coachés, l'hiver, la glycémie est plus élevée que l'été. Au début, je me suis dit non, c'est une coïncidence. Et puis, avec le nombre de personnes qui s'accumulent, et le nombre de tableaux de chiffres que je garde précieusement depuis que j'ai commencé à faire du coaching, c'est une évidence, et c'est quasiment une généralité. L'hiver, on a une glycémie qui est plus élevée. J'étais du coup obligée de me poser la question: pourquoi? Comment ça se fait? Et pour moi, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que si on y réfléchit, nos modes de vie sont complètement inadaptés à la saison de l'hiver. C'est-à-dire que normalement, en hiver, les nuits sont beaucoup plus longues, donc on passe énormément plus de temps à dormir. On a une activité éveillée qui est réduite, et on est en quasi permanence exposé au froid. Sauf que dans nos modes de vie actuels, c'est pas du tout ça qui se passe. À l'inverse, on dort pas du tout plus, un petit peu plus pour certains, mais c'est pas ouf. On passe un temps éveillé qui est beaucoup trop important, et du coup on passe un temps
exposé à des lumières artificielles qui est en proportion beaucoup plus important et même complètement disproportionné. En proportion de ce qui devrait être par rapport au rapport jour-nuit, notre temps exposé à ces lumières et à ces lumières bleues entre autres est disproportionné, ce qui génère une dérégulation du cortisol chez quasiment tout le monde. Et puis, comme je vous disais, on n'est pas non plus exposé au froid, hein. On est tous dans des chauffages qui sont même parfois trop forts, ce qui, pareil, dérègle en fait une partie de nos hormones et le cortisol. Donc je pense que tout ça, ça explique aussi pourquoi on a du mal à réguler notre glycémie l'hiver. La deuxième chose que j'ai rapidement abordée avec vous dans mes vlogs carnivores, c'est que je pense qu'en fait qu'il y a physiologiquement quelque chose qui se passe l'hiver et que physiologiquement on a une moins bonne tolérance aux légumes. Et si on y réfléchit, c'est logique. Nos ancêtres, l'hiver, il n'y avait pas de légumes, quasiment rien. Il y en avait plus au printemps et à l'été, et ces légumes, ils avaient une saisonnalité. Donc il est possible qu'en fait, dans le temps, on ait développé une meilleure tolérance au printemps et à l'été à la consommation de ces légumes et de ces glucides que l'hiver. Sauf que nous, on n'a pas du tout suivi ça et que on consomme des légumes toute l'année et on consomme tous les légumes toute l'année. Je vous assure que moi, je vois des gens en coaching qui consomment des tomates en hiver. Sauf que il est possible qu'on ait une moins bonne tolérance à ces glucides-là et ces légumes-là en hiver, et c'est même plus que possible, c'est même probable, et ça expliquerait pourquoi en fait on a tendance, en consommant la même chose que l'été, à avoir une glycémie qui est un petit peu plus élevée. La combinaison finalement de ces deux choses expliquerait pourquoi tout le monde a tendance, voilà, à avoir une glycémie plus haute l'hiver que l'été. Alors après, il y a deux cas de figure en fait. Soit maintenant vous avez l'habitude, vous êtes adapté depuis un moment, vous considérez que c'est normal et vous savez que voilà, l'hiver, votre glycémie est un peu plus élevée, ça vous embête pas plus que ça, ça vous empêche pas de vivre, vous êtes ok avec ça, et dans ce cas très bien. Soit ça vous embête et vous avez envie que votre glycémie se régule, et dans ce cas-là, vous travaillez sur votre mode de vie, sur votre alimentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses, j'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la glycémie, par rapport au lecteur de glycémie, à me la poser dans l'espace commentaire. Et maintenant, je vais vous dire comment vous pouvez gagner les 2 lecteurs de glycémie GoKeto. Donc j'ai changé ma façon de procéder pour me mettre en conformité avec les règles d'utilisation de YouTube. Donc il y a 2 conditions pour gagner ce lecteur. La première, c'est d'être abonné à ma chaîne. La deuxième, c'est de remplir le formulaire que je vous mets en barre de description. C'est un formulaire où il faudra me mettre votre pseudo YouTube, votre nom, votre prénom, votre adresse mail et votre adresse postale pour que je puisse vous identifier et que je puisse vous envoyer le lecteur et vous prévenir que vous avez gagné. Donc en fait, c'est très simple, quand vous remplissez le formulaire, ça me génère un fichier Excel à partir duquel je peux faire un tirage au sort. Ensuite, je vérifie que la personne tirée au sort est bien abonnée à ma chaîne et ensuite, je vous préviens et je vous envoie le lecteur. Donc, bonne chance à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à GoKeto et Swiss Point of Care de vous faire gagner ces lecteurs. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.